votre micro. Je vais le faire. Ah, D'accord, vous ok. pouvez pouvoir le faire à votre place, sinon. Voilà, parfait. Merci. Je le support si vous voulez. En même temps, j'en ai pas pour avoir C'est Madame Encart qui ouvre la séance? Ah non, là, la salle, elle est. Ah oui, Madame Munka. Alors j'ouvre mon micro. Parfait. Voilà. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis là. Tous les membres du Conseil de développement ont été conviés. On fera les comptes à la fin de la réunion. Je ne sais pas qui s'est connecté. Alors nous, on a la liste des participants, il y en a une vingtaine, c'est ça? 21 maintenant. 21 maintenant, 21 personnes connectées, donc ce qui est bien pour une première. Sur combien de personnes invitées? Tous les conseils municipaux de. Donc les 40 du Conseil de développement, plus les maires. Voilà, c'est ça, ça va bien faire une centaine de personnes, hein, facile. Ah oui. Après, l'horaire, voilà, on est en journée, il y en a quelques-uns qui travaillent quand même, hein, parmi les conseils. Oui, on travaille en même temps. Ouais. Tout le monde n'est pas en télétravail, donc tout le monde peut faire deux choses en même temps. L'idée de ce webinaire est venue de la rencontre avec Madame Elkar qui souhaitait évidemment relancer les activités du Conseil de développement et puis surtout la loi maintenant nous oblige, nous collectivités et notamment la communauté d'agglomération, à consulter sur les grands projets le Conseil de développement, évidemment. Et j'ai souhaité qu'on puisse élargir à l'ensemble des élus des communes, c'est-à-dire pas uniquement les conseillers communautaires, mais également les conseillers municipaux de l'ensemble des 14 communes de l'agglomération, pour leur permettre d'avoir accès à l'information et puis pour nous, élus, et pour les services en charge des projets, de pouvoir recueillir des avis sur des dossiers ou sur des projets qui vont se faire jour dans les semaines et mois qui viennent, ou d'autres qui sont simplement en cours de réflexion, ou d'autres encore comme celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la réalisation de pistes cyclables qui peuvent être en période de test. Voilà, l'objectif étant de vous le présenter, de susciter des questions, le cas échéant, et puis de vous laisser du temps dans les jours qui viennent de pouvoir rédiger un avis officiel pour le Conseil de développement, de dire voilà ce qu'on pense du projet, comment on peut l'améliorer, est-ce qu'il faut le poursuivre ou est-ce qu'il faut l'abandonner, est-ce que c'est pas pertinent à l'échelle des besoins du territoire. Voilà. C'est vraiment d'utiliser ces nouveaux outils là qui sont mis à notre disposition, qu'on a particulièrement utilisés pendant la période de confinement, c'est-à-dire les visioconférences, mais sous forme de webinaire, c'est-à-dire de présentation technique d'un sujet et d'interaction, pour améliorer notre consultation à la fois des élus et des non-élus qui siègent au Conseil de développement. Voilà l'idée, on va dire, le contexte dans lequel s'inscrit ce premier webinaire. Et d'un commun accord avec Isabelle Encart, on a choisi de présenter le schéma directeur des pistes cyclables de l'agglomération et puis le projet la portée sur la ville de Châteauroux, sur les boulevards, de réserver une voie de circulation aux cyclistes et une seule voie pour la circulation automobile et véhicules utilitaires. Madame Encart, si vous voulez rajouter. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une séance test. C'était un petit peu rapproché, évidemment, pour les membres du Conseil de développement qui ne se réunissent pas souvent dans l'année. Donc nous verrons qui a été réactif. En fait, là, on initie un mode de fonctionnement tout à fait nouveau et un petit peu, quand même, peut-être utopique pour beaucoup. On ne sait pas si tout le monde est bien équipé. En tout cas, on souhaite amorcer aujourd'hui cette pratique et puis la rendre vraiment régulière à partir de la rentrée, sachant que nous sommes en train aussi de préparer une démarche plus officielle à l'égard de tous nos membres qui n'ont pas pu être évidemment interrogés sur ce que nous avions décidé en petit comité à la mairie la dernière fois. Donc nous allons leur présenter ce mode de fonctionnement, cette nouvelle gouvernance possible entre Châteauroux Métropole et nous, mais aussi avec l'idée de l'élargir au pays, et j'en ai parlé à M. Delavallée hier, et de la proposer aussi à la communauté de communes, bien que le conseil de développement ne soit pas celui de la communauté Val de l'Indre-Brenne. Donc ça pourrait être un outil aussi à mutualiser à l'échelle des trois, le pays, Châteauroux Métropole et la CCVIB. Donc nous allons sonder quand même nos membres pour les impliquer aussi, pour être sûr qu'ils
se connectent à chaque fois, leur demander vraiment leur disponibilité, leur montrer que c'est possible. À partir de ce test-là, nous allons faire un sondage, donc on vous fera remonter bien sûr les retours pour voilà, les impliquer dans cette démarche. Ouais, moi je suis vraiment favorable à ça, à l'extension. Plus on peut partager nos expériences les uns avec les autres, plus on fera des choses cohérentes et Oui, ça permet de garder le lien. Oui. Absolument, absolument. Je propose qu'on passe la parole à Jérôme Pro, qui est directeur général adjoint en charge des aménagements, enfin, des équipements publics. Jérôme, Oui. il est en train de caler la présentation. Vous voyez mon écran, vous voyez le diaporama, pleine page, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon, ça s'affiche, pas de souci. Bon, Ça marche. j'ai partagé mon écran, si vous voyez du parasite, vous me le dites. Comme le président le disait, je vous ai fait un petit diaporama alors, pour balayer le sujet puis pour vous donner un petit peu plus d'infos. Je représenterai le schéma directeur. Alors, je vous ai fait un petit introductif là sur la politique d'aménagement en faveur du vélo et des modes doux. Et pour justement introduire notre compétence en termes d'aménageur métropole sur les réseaux communautaires et sur les réseaux d'intérêt communautaire. Bon, c'était juste un petit récapitulatif. Alors, je vous ai mis la carte pour ceux qui ne connaissent pas bien notre périmètre et nos voies. Donc, cette carte est consultable par ailleurs sur notre site de mémoire. Sinon, je peux vous l'envoyer. Donc, le rappel, les voies communautaires sont les voiries qui sont créées dans les zones où l'agglomération exerce sa compétence de développement économique, donc les EDI-ZEDA, et les voies d'intérêt communautaire sont vraiment les voies qui supportent le transit et l'irrigation, on va dire, vers le cœur de l'agglo. Donc ça peut être des voies communales, des voies départementales et même des voies nationales. Ça, c'est un petit peu pour réintroduire la compétence et pourquoi l'agglomération se déploie sur certains axes et pas sur d'autres. Sachant que les communes gardent leurs compétences d'aménagement de pistes cyclables sur leur voie communale, j'ai envie de dire simple. Donc le schéma directeur, ça c'est une démarche qui a été initiée en 2017, puisqu'on s'est aperçu que c'était un préliminaire indispensable à tout financement de nos partenaires, donc la région, que ce soit l'ADEME, l'État. Donc c'est vraiment l'objet de structurer un petit peu notre réflexion en termes d'aménagement cyclable. On était aux prémices, on va dire, de l'aménagement de pistes cyclables. L'idée étant de pouvoir établir un document graphique. Bon, il y a effectivement un document littéral d'un certain nombre de pages, mais le but c'est de travailler avec un document graphique qui montre sur une carte que je vais vous mettre juste après, vraiment la structure du réseau cyclable, qui est aussi partagé avec les autres modes doux qu'on peut voir apparaître. On peut tolérer de marcher, on peut tolérer de rouler en trottinette, en overboard, en tous les nouveaux modes de déplacement. Et cette carte et cette planification qui en découle, on l'a établie en concertation avec les usagers. C'est eux qui parlent le mieux des usages, donc c'est les associations aussi bien de défense du vélo que les associations de pratiquants, c'est-à-dire les clubs cyclos, les clubs cyclotouristes, juste les petites associations qui font de la balade en vélo, et puis plus prégnant, on va dire, au cœur d'agglo, l'association Châteauroule directement, puisque le cœur d'agglo, c'est surtout la ville-centre et puis les 4 communes périphériques. Donc cette carte, qui a tout d'abord repris en 2017 tout ce qui avait été fait, parce qu'on n'avait pas rien fait, a permis ensuite d'être étoffé avec des tranches, vous voyez, de différentes couleurs, des choses qui sont envisagées aussi bien par l'agglo, mais on a aussi reporté tous les projets envisagés par les communes membres. C'est-à-dire que, pour exemple, Déol avait à cette date-là le projet de relier Brassiou à son centre-bourg. On l'avait noté. Le Poinçonnet avait en projet de relier son centre-bourg à la Forge de Lille. Voilà. Donc tous ces éléments de projet, de planification ont pour but d'arriver à définir un maillage du cœur d'agglo avec l'effort de tous pour favoriser les déplacements en mode doux. Voilà. Hop. Donc ensuite, avant de passer
description des projets qu'on a. Je vous ai fait un petit récapitulatif. Je ne l'ai pas dit en introductif, mais ma présentation ne sera pas très longue, hein, 10-15 minutes, et après on ouvrira la foire aux questions. Là, je vous ai remis un petit récapitulatif de ce qui a été fait depuis, de façon opérationnelle, le 1er janvier 2015. Donc vous voyez, je vous ai remis toutes les pistes cyclables qu'on a refaites. Donc on a commencé par cercler la rocade. Donc en 2015, on a commencé par la liaison Naturapolis skatepark, le giratoire Intermarché. Ensuite, on a accompagné la liaison vers toutes les zones d'activité. Donc on a réalisé la direction La Martinerie, donc à partir de la rocade jusqu'à la zone du 517e et de la Martinerie. Je vous parlerai en toute fin de diapo du projet qui est dans les cartons de résoudre le point dur qui est entre Bitré et justement cette rocade. Ensuite, on a travaillé aussi sur la liaison RD 943, donc Mercedes-Montaigne, pour arriver vraiment à boucler toute cette rocade. Et puis en dernière tranche, on a relié Cap Sud carrément depuis Naturapolis. Donc sur une voie, toutes ces pistes dont je vous parle sont des pistes bidirectionnelles et unilatérales. C'est-à-dire que tout le flux cyclable passe d'un seul côté des chaussées et en double sens. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu les linéaires réalisés jusque finalement cette année où on a terminé par la liaison. Voilà, on a terminé par la liaison sur la RN 151 avec la dernière zone industrielle qui n'était pas reliée, où il y a environ entre 1800 et 2000 emplois, je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui. Donc c'est la liaison entre la sortie de Déol et puis la zone de la malterie, c'est-à-dire à l'entrée de Rosiers, où toute la zone de la malterie ensuite est aménagée pour desservir en mode. Alors le projet dont le président, qui a motivé un peu cette présentation, quelques petits rappels. Donc voilà, je vous passe un petit peu le contexte Covid qui a un petit peu fait accélérer les intentions et puis qui a aussi permis à l'État de sortir assez rapidement des guides et puis des actions, on va dire, en faveur des collectivités pour leur permettre d'aménager, voire de financer très rapidement des aménagements. Voilà, pour susciter un changement rapide et laisser une place très rapidement dans les grosses agglos et puis les un petit peu moins grosses au vélo. Voilà, c'était la bonne occasion qui a été saisie, donc, comme je le mettais, par notre président en début mai, je pense, d'étudier. Alors, c'est quelque chose, si je revenais en arrière, sur la carte, on l'avait bien mis sur le schéma directeur déjà, mais avec un contexte, à l'époque, pas encore favorable. Voilà, donc là, le contexte étant ultra favorable, il a été souhaité d'étudier cette mise en place d'une piste cyclable provisoire sur tous les boulevards disposant de 2 voies de circulation dans chaque sens. Techniquement, c'était envisageable. Donc on a lancé cette étude fin mai. Elle est aboutie tout début juin. On a souhaité justement, dans la continuité de la démarche qu'on a sur le schéma directeur, associer les principaux concernés, c'est-à-dire voilà, la ville de Châteauroux pour les usages, et puis une association qui nous avait sollicité durant le confinement, c'est-à-dire Châteauroux. Donc le projet ayant reçu une validation complète et totale, on a lancé via des marchés à bon de commande qu'on avait déjà, donc on a gagné un peu de temps en commande publique, et on a commencé les travaux toute fin de juin. Et cette piste, elle a été inaugurée, alors j'ai oublié de reprendre la date, autour du 4 ou 5 juillet de mémoire, par le président et l'adjoint travaux. Pardon, je suis un peu... Voilà. Donc le principe technique, c'était 2 voies de circulation, une chaussée d'environ 7 mètres. Donc on a décidé de réserver la voie de droite pour les cyclistes et de matérialiser comme le guide CEREMA. Enfin, le CEREMA, c'est le support technique, le réseau scientifique technique de l'État en matière d'aménagement de voirie, et qui a édité un guide très rapidement sur l'aménagement d'ouvrages provisoires. Donc on s'est inspiré, parce qu'il fallait s'adapter au contexte,
et à l'environnement sur lequel on voulait la déployer. Donc on a déployé, vous voyez le profil type que j'ai en haut à gauche. Donc une voie, simplement la voie de gauche réservée à tous les flux motorisés, et puis une voie de droite un peu rétrécie, puisque on devait laisser le marquage réglementaire axial. Donc une piste d'environ 2,70 m à quelques points singuliers sur le trajet. Un marquage jaune réglementaire des pistes cyclables, jaune parce que c'est provisoire. Donc je vous ai remis un petit peu quelques photos pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc du marquage provisoire, du pictogramme. Vous voyez une photo d'un carrefour à feu, c'est le carrefour McDonald's. Donc on a voulu intégrer ces cyclistes, y compris pour tous les mouvements un peu spécifiques, c'est-à-dire je circule à droite mais je veux tourner à gauche. Bon, l'esprit c'est de donner la même possibilité qu'on a sur des aménagements définitifs de création d'un sas, voilà, qui permet aux cyclistes d'arriver par sa voie et ensuite de se mettre devant le flux de voitures. Et au moment du démarrage, il peut démarrer en gênant certes, mais en sécurité. Voilà. Au final, avec notre marché et puis en adaptant l'implantation terrain, on voit qu'une opération qu'on avait chiffrée, alors plutôt entre 60 et 80 000, on a réussi à la contenir, là, ça a coûté finalement 45 000 €. Donc derrière, ça a suscité beaucoup de remarques, bien sûr. Alors même si on approche des vacances, on n'a pas eu encore l'effet trafic maximum en termes de VL, mais on va essayer d'évaluer la pertinence de cette expérience en créant une campagne de comptage à partir de la rentrée. Voilà. Aujourd'hui, ce que je mettais, c'est qu'on peut considérer qu'avant cet aménagement, le nombre de cyclistes sur les boulevards était quasiment nul, parce que c'était plus que dangereux. Voilà. Le vélo n'y trouvait pas sa place. Derrière, vous aurez remarqué qu'on a aménagé, donc, comme je disais, sur la partie de boulevard qui est en 2x2, 2 points non traités. Les toutes fins de boulevard n'ont pas été aménagées. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas dans cette configuration de 2x2. Donc, à partir de la rue Jeanne d'Arc, côté est, jusqu'à la rue du 3e Rack, ça, c'est une étude qu'on va refaire, puisqu'il y a des notions de stationnement à supprimer et que ça ne peut pas se faire manu militari. De l'autre côté, pareil, en direction de Balzanéo, on a un ouvrage provisoire pour l'accès à la future piscine. Et donc, on va essayer de laisser cet aménagement se terminer pour y réaliser la liaison avec l'avenue François Mitterrand. Et là, on aura un bouclage quasi complet du cœur d'agglo, c'est-à-dire qu'on pourra arriver de la route de Tours, la route de Blois en piste cyclable et aller jusqu'au 3e Rack. Réflexion à terme. La réflexion à terme, c'est justement de vivre cet aménagement provisoire le temps qu'il faut, et puis de voir au-delà des cyclistes les avantages et les inconvénients de l'installation de cette piste. Alors on y voit déjà beaucoup d'inconvénients par les retours qu'on a des riverains. Ça change complètement la façon de vivre, le pas de porte de tout le bâti qui bordent les boulevards. On voit des gens qui manœuvrent sans risque, on va dire, pour entrer dans leur garage. Donc la réflexion à terme, c'est d'envisager un aménagement définitif, en dur, si on veut dire, qui intégrera certainement ce cheminement cycliste et qui pourra avoir aussi d'autres volets, verdissement, laisser plus de place aux piétons, dégager les façades, et puis redonner un peu de vie et redynamiser un peu le côté urbanistique du bâti autour de ces boulevards. Voilà. De faire changer le mode de vie et de rendre vivables ces habitations-là. Voilà. Dernier point que j'ai prévu, donc c'était vous parler justement d'un autre projet qui est à l'étude. Enfin, l'étude a commencé, c'est la résorption d'un point noir qu'on a, c'est la liaison Bitré, donc du giratoire Maxime Doucet, en sortie de Bitré, pour relier le double giratoire qui fait un peu échangeur sur la rocade. Au-delà, on sait qu'on a la piste cyclable qui peut emmener à Grangeroux, qui peut emmener au 517e et à la Malterie. Donc comme c'est une zone d'emploi, puis il y a aussi des gens qui peuvent venir de Dior et autres en vélo, ce segment
d'ex-RD, qui a été maintenant rétrocédé aux 2 communes de Déol et de Châteauroux, mais qui est classé d'intérêt communautaire, était un point un peu complexe à aménager et assez coûteux, vous allez voir. Donc on a profité d'un appel à projet deuxième version, qui justement consiste à aider le portage de projets sur des points durs, des points compliqués à aménager, donc coûteux. Et on a pu déposer une candidature sur un appel à projet qui se terminait le 31 mai. Donc on attend les résultats. Cet appel à projet porté par l'État, hein, toujours dans la continuité de la loi mobilité, nous permettrait d'envisager un financement assez intéressant de 40%. Alors pourquoi c'est coûteux? Parce qu'on est dans le lit majeur de l'Indre, avec 5 ouvrages, un ouvrage SNCF qui a déjà été élargi, mais peut-être pas assez, et puis une voie très sinueuse et une entrée est très très fréquentée, aussi bien depuis de l'origine rocade comme de l'origine route de linéaire, on va dire. Donc là, des travaux, tout ce qu'il y a de plus contraignant, beaucoup d'ouvrages, une chaussée en remblai dans le lit majeur, inondable, voilà. Donc on est sur une estimation qui est très ronde, mais qui est malheureusement réelle, c'est d'1 million d'euros environ. Donc ce financement État de 40% était déjà un premier pas. Il ne sera pas suffisant parce qu'il reste à charge environ 600 000 euros. Donc en fonction de la réponse des projets retenus et des taux de financement validés, ben on ajustera dans les mois à venir, je pense, la faisabilité de ce projet. Voilà. Hop, ça ne veut pas, si, c'est bon. Voilà, donc, le petit tracé, on voit bien le chevelu de l'Indre là, qui est là, et puis la voie SNCF. C'était pas le dernier, je m'excuse. Dernier point, c'est quelque chose qui avait déjà été étudié et qui était aussi dans les cartons. C'est l'opportunité de la fermeture, en langage SNCF, de la ligne SNCF Châteauroux-Montgivray, à partir ce qu'on appelle le PN, le passage à niveau 202, qui est celui qui a été supprimé depuis de la Forge de Lille. Donc, cette étude, elle avait été menée dans les services de Châteauroux Métropole, et puis à l'occasion d'un échange entre le président et le président du département, la question a été posée de savoir si le département y voit un intérêt et peut-être de s'investir dans ce projet. Bon, le président du département avait ouvert la discussion un peu plus largement sur les communautés de communes de Neuvy et de la Châtre Sainte-Sévère, pour plein de raisons, aussi bien économiques, touristiques, mise en valeur du patrimoine. On passe à la forêt, on voit tous les ouvrages et tout le beau bâti, on va dire, de la vallée de l'Ain. Et puis aussi au triple usage, c'est-à-dire que tous les usages du vélo qu'on peut connaître, c'est-à-dire domicile-travail, loisirs, et puis le touristique, puisqu'il faut savoir qu'on a l'Indre à vélo qui aujourd'hui n'est pas structuré sur un site propre, mais qui emprunte des petites routes. Là, c'était l'aubaine de le repositionner sur quelque chose qui garde la vocation touristique, même mieux que ce qui est fait aujourd'hui, et de la mettre en site propre. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui pourrait représenter environ 31 km. Le segment assis sur on va dire le territoire de Châteauroux Métropole représente environ 16 km. Et nous, on avait ciblé un premier segment au sein de Châteauroux Métropole un peu cohérent, puisqu'il permettait de desservir aussi bien Tréchet, Clavière et Ardentes de 8 km environ. Voilà. Hop. Donc le tracé, donc on voit bien tous les sites qu'on va desservir ou flirter, donc la forêt, et puis bon, après jusqu'à Ardentes et Gelégois, donc la vallée de l'Ain. Aujourd'hui, c'est un dossier coûteux de presque 2 millions d'euros pour ce premier segment, qui consiste à défricher déjà, et puis derrière supprimer les parties d'ouvrage SNCF, et puis de créer une piste revêtue. Alors pourquoi revêtue dans un environnement vert? C'est les retours d'usage
de Argenton-le-Blanc qui montre que le côté aménagement léger, stabilisé, n'est pas durable. Et au final, qui les a obligés à reprendre ce revêtement pour qu'on puisse avoir une certaine pérennité de l'ouvrage. Voilà. Donc là aussi, en fonction des possibilités de financement, ben une programmation qui reste à qualifier. Voilà. J'ai terminé la petite présentation. Merci. Je vous propose qu'on puisse ouvrir le débat et que chacun puisse poser des questions. Une petite question, c'est Annick. En ce qui concerne... Si vous pouvez effectivement vous présenter, dire quelle est votre fonction, quelle est la commune, parce qu'on voit pas. Alors, Ardente, oui, pardon. Donc, je suis conseillère municipale sur Ardente. Auparavant, j'étais au conseil communautaire, mais bon, je n'y suis pas retournée. C'était pour savoir, en ce qui concerne la voie verte, est-ce qu'elle sera aussi accessible aux piétons? Oui. On parle de voie verte, elle ne serait pas réservée aux seuls cyclistes. Hein. Tous les modes doux, on peut même, on voit sur Châteauroux-le-Blanc des cavaliers. Voilà, rien de motorisé, tout le reste pourrait l'être. Voilà. Okay. Elle va être assez compliquée à créer, notamment sur Ardente, puisqu'il y a des établissements, je crois, en particulier la scierie Robert, qui doit être à cheval de part et d'autre de la voie ferrée et qui doit passer avec des engins d'un côté à l'autre. Donc ça risque, il va falloir regarder comment techniquement ça peut fonctionner et si même c'est réalisable. Hein, si, sur le deuxième segment. C'est sur la deuxième partie, sur le deuxième segment. Sur le segment de sortie. Il va falloir regarder à l'échelle micro plutôt que l'échelle macro. Là. Il va falloir regarder vraiment linéaire par linéaire comment ça se passe avec les règles. Oui, on pourra travailler ensemble, je pense que pas de souci là-dessus. Mais... Il faut clôturer le long et puis qu'on se trouve à couper en deux l'entreprise, ça peut leur compliquer la vie. Ça a étudié, oui, effectivement. D'autres questions? Est-ce qu'on peut lever une main ou pas sur ce système? Et en bas, vous avez une possibilité. Réaction? Non. Et si on parle comme ça, on entend? Oui, on vous entend bien. Ah oui, Pardon. Bonjour, je découvre la technique là. j'ai trouvé la main. Ah, vous avez trouvé la main, c'est bon? J'ai l'habitude de Teams, mais pas d'autres technologies. Le problème pour tout vous dire, c'est que nous, on ne les voit pas les mains. Donc... Ah oui, c'est souvent le cas. Donc je lève la main comme ça. Oui, c'est pas mieux. Donc j'ai une question à propos des usagers. Vous avez parlé de la préparation, de la consultation des associations. Est-ce que vous avez discuté avec les usagers du vélo ou les usagers de la route? Alors pour Châteauroux, celle qui a été consultée sur les boulevards sont que des usagers du vélo. Alors, est-ce que ça pose des problèmes? Je suppose que tout le monde ne fait pas du vélo. C'est une très bonne question. Dans les éléments de communication qu'on avait donnés au président, c'était de bien dire ça va forcément gêner la voiture. Et en même temps, si on veut laisser de la place au vélo, on prend pas la voiture. Vous avez dû ouvrir le micro On n'entend pas bien. Hein. Il faut couper le micro de l'ordi, il a dû être ouvert. Ouais, je coupe le mien. Vous m'entendez? Oui, c'est un petit peu haché. Oui, vous pouvez continuer. Je vous laisse faire notre technicien avant que ça. Est-ce qu'il existe déjà des associations qui défendent la voiture à Châteauroux ou pas? Je ne sais pas, le club auto ne nous a pas été représenté. Non, il y a la prévention routière, qui a vocation départementale, mais qui est installée à Châteauroux, qu'on pourrait consulter. Oui, ce serait bien. Parce que forcément, je suppose que les cyclistes sont ravis de ce progrès d'aménagement, même s'ils ont peut-être des choses à dire sur les modalités, mais je suppose qu'ils sont forcément d'accord. Alors, ce serait bien d'associer aussi les usagers en tant qu'utilisateur, j'ai constaté de petits coins dangereux. Oui. Alors, l'entrée de Carrefour est dangereuse. Qui parle? Guérino, mon tir chaud. Ah oui, ok, on voit. Ah. Okay.
Donc, en tant qu'utilisateur, j'ai constaté deux petits points dangereux. C'est l'entrée du centre commercial Carrefour. Ouais. Et dans l'autre sens, c'est après le pont, là, après la rue Jeanne d'Arc, quand on récupère la voie normale, finalement, Ouais. je crois même qu'on traverse une ligne blanche en tant qu'usager de la route. Oui, c'est Je un suis des points d'accord. qu'on a modifié. Alors, Ouais. aussi bien pour les usagers de la route que pour les cyclistes, il faut qu'on ajuste. Alors, c'est ce qu'on avait dit. On va regarder comment ça vit pour essayer de trouver la meilleure adaptation possible. Donc, on en a déjà fait. Il en reste à réaliser. Et pour répondre à la première question de Mme Carr, c'est pour donner de la place au vélo, il faut en prendre aux voitures. Ça, c'est une hypothèse. Et il faut que ça soit assumé si on veut que les vélos prennent leur place. C'est- Donc c'est vrai qu'on a des réclamations d'usagers hein, via la presse ou via les réseaux sociaux de l'agglo. Ça peut être un peu assumé pour laisser de la place, effectivement. Voilà. On peut aussi constater que la voie réservée sert aussi de place de parking maintenant Alors, pour les résidents. mais effectivement, on doit pouvoir. Alors, on a eu pas mal de questions là-dessus de riverains. On a expliqué le stationnement y est interdit. Par contre, l'arrêt temporaire pour sortir les courses ou pour ouvrir la porte du garage, ce qui se faisait avant, hein, en pleine voie, est toléré. Delphine Chambonneau, j'aurais deux questions. Ouais. Il Euh, faudrait que ceux la- qui ne peuvent pas coupent leur micro parce qu'il y a un écho sur Ouais. sur un des postes. Merci. donc ouais, première question concernant justement les usagers. Est-ce que vous prévoyez un plan de communication pour rappeler les bonnes pratiques d'utilisation du vélo et de bonne entente entre les vélos et les voitures? Parce que évidemment, les automobilistes et les cyclistes n'avaient pas l'habitude de vivre ensemble. Et je pense que juste un plan de communication pourrait être intéressant pour rappeler comment on doit fonctionner entre les deux. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous allez travailler à mettre en place plus de location de vélos, notamment à l'office de tourisme, par exemple, pour soit les touristes, soit les Castelroussins qui ont envie un week-end en famille de faire une balade à vélo, mais qui n'ont pas forcément acheté un vélo. Alors sur la première question, effectivement, on a missionné la société Idea Film, qui est une jeune start-up qu'on a à la pépinière d'entreprise, pour nous accompagner. Ça va demander un petit peu de temps parce qu'on va commencer par faire un brainstorming pour réaliser des petits films vidéo pour expliquer comment fonctionnent les pistes, mais également quel est le bon usage, aussi à destination à la fois des cyclistes et des automobilistes, sans dire il y a quelque chose qui est bien et l'autre qui est mal, c'est vraiment du pédagogique. Essayer d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, donner envie à ceux qui font pas de vélo d'en faire aussi, et puis expliquer aux automobilistes, c'est pas forcément une punition, mais c'est une organisation différente de la chaussée. Voilà, donc ça va demander quelques semaines à se mettre en place. Et puis sur la partie tourisme, je vais passer la parole à Alexis Rousseau, qui est à côté de moi, qui est le directeur de l'Office de tourisme. Bonjour à tous. Sur l'effet location de vélo, effectivement, c'est quelque chose qu'on pratique déjà avec la société Mode d'emploi à l'Office. On va bien entendu poursuivre cette location de vélo. Aujourd'hui, en termes de saison touristique, au démarrage, la location démarre très calmement, mais c'est quelque chose qu'on va bien sûr accompagner dans les mois à venir par rapport à cet usage du vélo qu'on souhaite voir densifier au niveau de la ville et de l'agglomération. Merci. Un complément d'information, c'est pour avoir eu un retour d'information des marchands de vélos, les stocks fondent. Donc c'est un indicateur, alors je ne sais pas si c'est local ou pas, mais localement on nous dit j'ai plus de vélo. Voilà. Ouais. Donc c'est plutôt un bon indicateur et il faut laisser l'été faire son chemin pour y voir beaucoup plus de pratiquants, je pense. La campagne de comptage qu'on fera à la rentrée devrait bien traduire ce phénomène. Monsieur Belin, on va regarder les mains qui se lèvent puis on va vous donner le... Monsieur Belin. Petite seconde. Hop. Oui, vous m'entendez? Très bien.
Bon, parfait. J'avais une question, c'était surtout au niveau du déploiement. J'ai bien compris que là, on était dans une phase un petit peu expérimentale, voire un petit peu plus, que c'était surtout lié au cœur d'agglomération. Et donc, j'ai pas précisé que j'étais conseiller municipal à Luant. Et j'avais une question sur ce déploiement sur les villes un petit peu que je vais appeler périurbaines et sur la possibilité qu'on ait un déplacement que j'appellerais hybride, je ne sais pas si c'est un mot correct ou pas, dans le jargon, à savoir que, par exemple, on a des hameaux, on pourrait très bien imaginer un mode de fonctionnement où les habitants des hameaux pourraient joindre Luant, pourraient prendre le bus et rejoindre des pistes cyclables. Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables ou pas? Ou est-ce qu'il vous voulez un sondage sur le nombre de personnes? Ou est-ce que c'est des choses que vous avez déjà réfléchi? Alors aujourd'hui, il y a un frein majeur, il y a du vent. Il y a un frein majeur, c'est qu'on ne peut pas monter un vélo dans le bus. Alors tout le monde sait que ça peut exister dans certains pays où on met le vélo, même en France d'ailleurs, on met le vélo dans un espèce de rack à l'avant. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui existe chez nous. Donc c'est forcément un frein. C'est pas simple à mettre en œuvre. Voilà. Il y a beaucoup de barrières réglementaires à faire sauter. Par exemple, un véhicule qui a un vélo devant ne pourrait pas rouler à des vitesses de transit. Donc, vous voyez, quand il va venir Luant, cœur d'agglo, il va pas pouvoir rouler qu'à une vitesse commerciale de 30 à l'heure, 35 à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un frein à ce déploiement. Derrière, le schéma directeur, il a vocation aller par priorité, effectivement, à essayer de déployer ces aménagements à destination des déplacements domicile-travail. Donc on a essayé tout d'abord de joindre toutes les zones industrielles ou d'activité. C'est pour ça que la mission n'est pas totalement terminée, mais presque en direction des 5 grandes zones qui entourent le cœur d'agglo. Derrière, ça reste, il peut y avoir d'autres solutions peut-être incitatives en faveur du vélo. Voilà. Je vous remercie pour votre réponse. Je me doutais un petit peu déjà de votre argumentaire et j'en conviens. Mais c'est vrai que même on a beaucoup de Luantais qui travaillent sur Châteauroux dans les zones que vous avez citées et ça pourrait être une solution. On n'a pas fait de sondage précis, mais effectivement, je comprends les freins et bon, les freins sont faits pour être levés et ça sera certainement dans une deuxième étape. Je vous remercie. Bonjour, Frédéric Auger, je suis conseiller municipal à Adéol. Vous m'entendez? Très bien. J'avais juste une question. Alors moi, je ne suis pas anti-vélo, loin de là, mais je ne suis pas anti-voiture non plus. Je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Et le fait de faire des voies cyclables sur les boulevards, j'entends bien le fait qu'il faille pouvoir aménager la surface, mais j'ai eu des remontées qui étaient insatisfaits. Et un de mes amis qui, en partant de la zone industrielle, l'autre soir, a mis 25 minutes pour arriver dans les Marins. Donc, je comprends bien qu'il faut que ça se mette en place, mais j'espère que ça ne va pas devenir comme à Paris, où on était bloqué sur les voies sur berge et qu'il faut une demi-heure pour faire 1,5 km alors qu'on ne voit pas un seul vélo passer sur les voies cyclables. Ma question, elle est là. Enfin, ma réflexion plutôt. Ouais, c'est un vrai sujet ça. Et surtout aux heures de pointe, alors qui correspondent pas évidemment à la généralité de l'usage de la voie. Hein. Sur, on va dire 95% du temps, ça se passe bien, mais on peut imaginer qu'effectivement aux heures de pointe, ça complique un peu les choses. On va le mesurer. Hein. C'est vraiment l'objectif de la phase de mesure qui va se mettre en place dans les semaines qui viennent. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est à partir du moment où on n'est plus que sur une voie dans chaque sens, est-ce qu'il serait pas envisageable pour les intersections à faible circulation, pas sur les grands carrefours, mais sur les carrefours secondaires, de supprimer les feux et du coup de limiter le nombre de feux, parce qu'il y a quand même un nombre de feux assez conséquent sur l'itinéraire, et on pourrait peut-être tester justement pendant les mois qui viennent, hein, au moins pendant quelques semaines, le temps de voir comment ça réagit, de passer les feux des intersections secondaires au clignotant, pour voir si ça fluidifie et si justement ça peut résoudre ce problème de... Ce qui le relatait. Les feux de Vitré est une belle réussite quand même. Oui, voilà, Vitré, on a supprimé les feux et ça fonctionne bien sans feu. On n'a pas eu d'accident, enfin rien d'anormal. Voilà, alors peut-être que ça peut fonctionner aussi sur le boulevard, mais faut le tester prudemment. Voilà, mais c'est vraiment c'est pour ça qu'on est en couleur jaune. Hein. Ce qu'on disait, c'est qu'on est vraiment dans une phase de test où là, on n'a pas voulu passer du 2 fois 2 voies au 2 fois 1 voie d'un coup sans mesurer. C'est difficile
sur le papier, de se rendre compte de ce qui peut marcher ou pas marcher. Donc on est obligé de passer par des phases où on tâtonne un peu. J'entends bien que c'est difficile. Ouais. Et donc J'entends bien que c'est difficile d'arriver à contenter tout le monde également. et si ça marchait pas, ben, faudra imaginer de faire marche arrière si vraiment on estimait que la plus-value était nulle en fait. Hein. Si on trouve qu'il y a plus de pollution parce qu'il faut attendre 3 fois le passage du feu au vert avant de pouvoir se dégager, ben, peut-être c'est pas la bonne solution hein, de passer à 2 fois une voie et 2 fois une piste cyclable. Voilà. On n'est pas des ayatollahs non plus. C'est pas parce qu'on a eu l'idée qu'elle est bonne. Hein. Donc, Merci pour la réponse. Et alors, ce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est la capacité d'adaptation des gens. On l'a vu dans l'hypercentre, alors là on parle d'une voie de transit, où les gens savent s'adapter, et peut-être votre connaissance va dire je vais passer plutôt par Gédéon du Château et revenir, je ne sais pas si c'est le bon itinéraire, et de fait faire dégonfler cette congestion très momentanée. Voilà. on a eu le cas quand on a changé de sens la rue Jean-Jacques Rousseau, où les voitures spontanément prenaient la rue de la République et se retrouvaient coincées au feu de l'intersection avec Equinox là, et l'avenue Charles de Gaulle. Et puis rapidement, ils ont pris le pli de passer plutôt par la rue qui longe Notre-Dame. Et aujourd'hui, on n'a plus ce phénomène de bouchon qu'on avait au rond-point, enfin au carrefour d'Equinox. Mais voilà, il faut quelques temps pour que les gens prennent des nouveaux repères. Mais sur les boulevards, l'objectif, c'est pas de faire fuir ceux qui prenaient le boulevard pour qu'ils prennent les tangentes. Quoi. Les boulevards, c'est fait pour supporter une circulation importante, pas les rues parallèles. Donc si notre aménagement il a pour conséquence de doubler la fréquentation des rues parallèles, on aura loupé le truc, quoi. C'est pas l'objectif. Monsieur monsieur... Mettez votre... Ouais, oui, ça y est, je l'ai mis. Donc, bonjour, donc Jean-Michel Faure, donc adjoint au maire au Poinçonnet, conseiller communautaire et membre du conseil de développement. Moi, j'avais c'est une question, une réflexion, non pas tant sur les pistes, mais sur les vélos eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, donc, on voit les vélos électriques qui se développent. Il y a une aide de l'État sur ces vélos électriques, et je voulais savoir si éventuellement, à l'échelle communautaire, on pouvait accompagner cette aide pour les vélos électriques. Alors c'est un vrai sujet parce que je viens de demander une note sur la question là, pour qu'on puisse en débattre, puisqu'en fait on a une difficulté avec l'aide nationale, l'aide d'État, c'est qu'elle est conditionnée à l'attribution de l'aide locale. Et je sais, oui. Si la collectivité locale ne donne pas une aide, l'État ne verse pas la sienne. Ce qui pénalise nos habitants qui voudraient franchir le pas d'acheter un vélo. Alors, se poser la question des vélos électriques, mais aussi des vélos classiques, parce que, alors après, le prix est pas le même. Voilà, donc il va falloir qu'on en discute entre élus de l'agglomération, probablement en conférence des maires, et puis peut-être sera l'objet aussi d'une discussion plus large, pour savoir si, même symboliquement, hein, parce qu'on peut parler de 20 ou de 50 euros par achat de vélo, dans la mesure où ça déclenche après celle de l'État. S'il ne faut pas qu'effectivement, pendant un moment au moins, on accompagne ce dispositif pour ne pas pénaliser nos habitants, parce que pour le coup, là, on les empêche d'avoir accès à l'aide nationale. Je pense que c'est aussi un moyen voilà, d'aider à généraliser un petit peu le vélo. Alors moi, je parlais du vélo électrique parce que quand on a la pratique du vélo, ça ne pose pas de problème, mais il faut voir qu'il y a des gens qui n'ont pas cette pratique du vélo. Et c'est vrai que le vélo électrique peut aider à une pratique du vélo, même pour des, entre guillemets, non sportifs. Donc je pense que ce serait important qu'on puisse participer à cette aide. Alors après, à quelle hauteur ça mérite. Moi, ce qui m'ennuie un peu sur le vélo électrique, c'est que c'est très cher un vélo électrique. Tout à fait, oui. Même le premier prix chez Decathlon, je veux dire, c'est un budget. Ah oui. Les classes populaires ne peuvent pas s'acheter un vélo électrique, c'est inaccessible. Ah bah tout à fait, oui. Donc j'aurais tendance à dire, si on le fait pour les vélos électriques, il faut aussi symboliquement le faire pour un vélo normal. Ah oui, non mais tout à fait. Mais je pense que ça permettrait peut-être à des gens qui n'ont pas l'habitude du vélo, de se mettre au vélo. Ouais. Si, bon, chez nous, c'est quand même relativement plat, mais... Ouais, mais on a quand même l'habitude de se déplacer en voiture, pas en vélo. Oui. Ok. Et puis j'avais une autre réflexion, puisque dans le cadre donc du pays, j'avais participé à la mise en place de l'Indre à vélo. Et donc sur cette Indre à vélo, c'est vrai que on voit. Alors après, peut-être que la piste, la Forge de Lille, Montgiffré va aider à cela, mais c'est vrai que
l'Indra-Vélo, quand même, sur l'agglomération, ça reste quand même des routes qui sont des routes un petit peu particulières. C'est-à-dire que bon, on suit l'Indre, mais après, donc, dans l'agglo, là, quand on fait l'Indra-Vélo, on se retrouve vite justement dans l'agglomération. Donc peut-être qu'il serait bon avec cette nouvelle voie verte là, qui va aller jusqu'au pays de Georges Sand, peut-être de revoir un petit peu le tracé de l'Indre-Vélo. Ok. La traversée de l'agglo. Monsieur Gilbert, Monsieur Blanc, pardon. Oui, Monsieur Blanc, Gilbert Blanc, Maron, maire de Maron. Une petite question d'ordre législatif. Est-ce qu'un vélo électrique est considéré comme un véhicule motorisé ou pas? Parce que les véhicules motorisés n'ont peut-être pas le droit de prendre les voies cyclables. Non, ça pourrait, effectivement, c'est un véhicule à assistance électrique. D'accord, d'accord. Pas un véhicule à propulsion électrique. Il D'accord. faut que vous créiez un effort pour avoir cette assistance. D'accord, oui, d'accord. C'est juste un complément. Une question sur les gyropodes et tout ça, bon, ça passe un peu dans le flou aujourd'hui. Des trottinettes électriques, par exemple, aussi. Bon. Oui, c'est par rapport aux assurances surtout que je parlais. Oui. Est-ce que vous avez déjà étudié par rapport aux assureurs, plus exactement? Quel est l'objet de votre question? C'est quel... Eh bien, est-ce que un véhicule motorisé comme une mobilette ou une petite moto n'a pas le droit de prendre la voie cyclable, je pense? Non. Non, voilà, non. C'est parce que le véhicule à assistance électrique, au niveau des assurances, est-ce qu'il y a une différence bien définie au niveau des assureurs par rapport à un deux roues avec un moteur thermique? Je vais poser la question à notre support juridique. D'accord. Bon, c'est trop pointu sur le côté. Oui, d'accord. Oui, parce que j'ai un spécialiste de l'assurance à côté de moi qui me dit, je crois qu'il n'y en a pas. Bon, j'avais une autre question, le fait que probablement des automobilistes risquent de se détourner sur la rocade. Est-ce qu'il n'y aura pas des heures de pointe, par exemple, je pense entre Volkswagen et Mercedes, où il y a des fois des sacrés bouchons? Est-ce que ces bouchons risquent pas d'être encore plus importants? Et est-ce qu'éventuellement, il faudrait prévoir, si ça devait perdurer, des aménagements différents? Et puis, déjà, c'est une question, ça. Alors, il faut savoir qu'une capacité d'une route à 2 fois une voie, on va dire, on peut aller jusqu'à des trafics de 18 à 20 000 véhicules jour. La rocade, on est à 13 000, entre 13 et 14 000. Ça veut dire qu'on a une réserve de capacité. Derrière, ce qui conditionne la fluidité, c'est les ouvrages de croisement. Donc, c'est à certaines heures de pointe en particulier, puisqu'il y a des moments où c'est quand même pas mal chargé, plus loin que la prison, hein, quand on vient du carrefour de Mercedes. C'est vrai, ça peut congestionner un petit peu. Néanmoins, c'est pas le faible report. On estime que le report boulevard sur rocade, il est quand même assez contraignant en termes de linéaire. Il devrait s'en faire, mais ça ne va pas être la majorité, je pense. D'accord. Mais on suivra, hein, le département ne manquera pas de nous signaler s'il y avait des risques ou s'il y avait des... D'accord. Et j'avais une dernière question par rapport, alors sur Châteauroux, en fait, l'investissement n'est pas énorme, du fait qu'il y a déjà beaucoup de choses, on va dire, c'est que du superficiel. Par contre, par rapport aux voies de département qui relient d'une ville comme par exemple jusqu'à Ardentes, etc., est-ce que vous avez déjà étudié ou fait des études par rapport au nombre de gens qui seraient cyclistes, qui seraient susceptibles de les emprunter par rapport aux investissements qui sont beaucoup plus importants? Oui, alors... ce qui dimensionne le déplacement vélo, c'est la distance. Mais ce qu'on ne sait pas bien évaluer aujourd'hui, c'est l'évolution de ce rayon cohérent avec l'apparition des vélos à assistance. Parce qu'en fait, avant, on disait domicile-travail entre 4 et 5, 6 km. Voilà, c'était la distance maximum, voire 7. Avec les vélos à assistance électrique, les professionnels nous disent on va plutôt être vers 12-15. Oui, donc, je comprends. vous voyez, le périmètre de chalandise change. Et puis, l'idée de la voie verte, c'est aussi d'amener sur ces 3 vocations, c'est-à-dire domicile-travail, loisirs et touristique. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. Par rapport aux saisons aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur la Côte d'Azur. donc, en hiver, par exemple, est-ce que vous avez pu avoir des informations par rapport aux cyclistes, au club, etc. Si par exemple en hiver, même eux doivent moins les utiliser, les périodes de pluie, etc. Ça va certainement être quelque chose
Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les investissements sont quand même assez importants. Et voilà, la question est simple. Est-ce que ça, en gros, je ne vais pas dire que ça vaut pas le coup, mais c'est quand même des sommes importantes pour peut-être peu d'utilisateurs, surtout en particulier l'hiver ou les jours de pluie. Alors, d'un côté, il y a les ultra-vélos. Oui, qui font par tous les temps. Vélo, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup son vélo, la pluie, alors, à moins des trombes, ne l'arrête pas, ne l'arrête pas. Voilà. Moi, je viens en veste et en cravate, je file entre les gouttes. Par contre, s'il tombe des trombes, je le prends pas. Sportif, le loisir, ça n'arrête pas un cycliste sportif. Voilà, vous vous envoyez tous les dimanches, toute l'année, même l'hiver. Et puis le touristique, c'est des gens qui savent, cyclotouristes, savent effectivement, sont très bien équipés. Alors ça va freiner le domicile-travail très occasionnel. Celui qui dit, quand il fait 22 degrés avec un petit vent dans le dos, je prends le vélo. Voilà, moi je prends le vélo assez souvent, même s'il fait pas beau. Aujourd'hui, je suis en vélo. Voilà. Bon, et ça me lâche, on va voir. Voilà. D'accord, ok. Merci. Vous disiez privilégier les voies cyclables pour les personnes. Vous m'entendez? Oui, très bien. On cherchait qui c'est. Merci, c'est Madame Bunch. Privilégier les voies cyclables de façon à bien irriguer, on va dire, les zones d'emploi que sont les différentes zones, Malterie et autres. Pour autant, avez-vous quantifié les personnes qui viennent de plus de 12 km? Parce qu'il me semble quand même qu'il y a des gens qui viennent de très loin travailler sur Châteauroux, notamment très souvent en horaire décalé. Et je ne suis pas sûre que ces personnes-là puissent se permettre le luxe de venir à vélo à 4 heures du matin. Donc, voilà, je rejoins un petit peu ce que disait monsieur par rapport à l'investissement fait et par rapport au risque d'utilisation optimale de ces pistes. D'accord. Aujourd'hui, alors Châteauroux n'est pas Paris, et de fait, les coûts d'aménagement sont quasiment similaires, avec forcément une fréquentation qu'on sait être bien plus faible. Il n'y a pas la même population, il n'y a pas la même densité. Néanmoins, votre question elle est pertinente sur le côté, il serait bon dans les années à venir de diligenter une enquête qu'on appelle origine-destination. Mais ça, c'est valable pour le vélo, c'est valable pour le reste aussi. Aujourd'hui, on a lancé, alors elle a été un peu retardée, j'ai lancé une étude aire de covoiturage. Bon, elle va reprendre maintenant. C'est difficile pour le cabinet, sans donner un peu précise origine-destination, de faire des estimations. Il peut prospecter un peu en faisant le tour de l'agglo, en regardant, en questionnant un peu les gens, mais c'est assez difficile de trouver des chiffres pour dire voilà, je vais investir tant et j'ai un retour, on va dire, sur investissement parce que je pense que je peux canaliser X cyclistes. Voilà. Je sais pas. Il me semble quand même que, bon, sans vouloir être désagréable, cette histoire de voies sur les boulevards a été un petit peu la charrue avant les bœufs. Vous voyez, je pense qu'une étude aurait pu être faite avant d'imposer ce mode de circulation de manière assez arbitraire, il me semble, et qui a perturbé énormément les automobilistes. Et alors maintenant, prévoir une formation des automobilistes par rapport à l'usage des vélos en même temps que des voitures, enfin, il me semble que tout ça, ça a été mis un petit peu à l'envers. Bon, je peux me tromper, hein, mais voilà, je pense que ça a été un petit peu brutal. Voilà. Je ne peux pas vous faire de réponse politique, parce que ce n'est pas mon métier, et je vais vous faire la réponse technique. C'est que sur beaucoup de domaines, pendant le confinement, pendant cette période, on va dire, un peu particulière, que peu d'entre nous ont pu connaître, c'était l'aubaine, on va dire, de pouvoir acter ce type de choc, on va dire. Parce que sur les boulevards, pourquoi elle était sur la carte que je vous ai montrée, cette piste, mais qu'on ne l'a pas déclenchée, parce que c'était très compliqué pour qui que ce soit de dire attention demain avec des statistiques nationales je vous dis je vais faire une piste cyclable sur les boulevards. Voilà. Après oui. Voilà. Tout d'abord Gilles Aberousse vous demande de bien vouloir l'excuser parce qu'il a dû quitter donc la salle, il avait une réunion à 15h. Ce que je peux dire
pour ça, c'est qu'il a saisi l'occasion du plan vélo au niveau national pour se dire, comme un certain nombre d'agglos, Tours, Orléans, pour ne pas les citer, celles qui sont les plus proches, pour dire, bah, tiens, après tout, on avait réfléchi sur les boulevards, on n'avait rien fait parce que le provisoire n'existait pas. Hein, et puis là, il y a eu cette occasion qui a été donnée par le plan vélo au niveau national pour dire, voilà, ceux qui veulent tester une phase un peu transitoire, provisoire sur des itinéraires, bah, peuvent le faire. Et c'est pour ça qu'il a réagi, si vous voulez, très, très vite. Mais bon, on ne peut pas dire que c'est la charrue devant les bœufs, c'est des fois, c'est quand même intéressant de tester un système, notamment sur les boulevards, c'est-à-dire créer l'outil et ensuite de voir comment les usagers un peu le pratiquent. Hein. D'autant que les techniciens pourraient le dire, Jérôme pourrait le dire, quand là, c'est tout à fait modeste l'investissement qui a été fait, puisque ça n'est que de la peinture, hein, donc 70 000 si je ne m'abuse. Hein. J'ai mis 45 000. Même 45 000, mais si on souhaitait s'engager sur un aménagement définitif, alors là, ça serait certainement plusieurs millions sur les boulevards, hein, parce que bien sûr, quand on se trouve à changer complètement les choses, ça veut dire on élargit les trottoirs qui sont de part et d'autre des façades, on élargit peut-être à certains endroits l'espace central, on réduit les voies d'un côté, on réduit les voies de l'autre, on en profite pour changer l'éclairage public, on en profite pour enlever les fils qui sont sur les façades, et préalablement, bien sûr, on pose la question aux concessionnaires et à nous-mêmes aussi, en eau, en gaz, en électricité, et puis en assainissement, si les canalisations sont bonnes, etc., pour ensuite refaire l'aménagement comme on se fait sur les rues anciennes. Bon, voilà, donc là, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Mais plutôt que de se lancer dans un aménagement définitif, hein, où on se rendrait compte peut-être que c'était une erreur, hein, j'en sais rien, la phase transitoire, comme c'est mentionné là, permet quand même de tester un petit peu l'outil, hein, et de le tester à un prix tout à fait raisonnable. Monsieur Riffet, ah oui, si vous êtes là. Vous avez écrit 2 questions. Alors pourquoi, je vais répondre à la deuxième d'abord. Pourquoi ne pas avoir mis du bilatéral sur une seule voie? Alors ce qu'on craint le plus avec les vélos, c'est les mouvements de cisaillement. Donc ça veut dire que selon où j'habite, selon d'où je pars, j'aurais pu être amené à devoir cisailler plusieurs fois en fonction de mon origine et de ma destination. Donc on a préféré mettre une voie dans chaque sens, sur tout le linéaire. Voilà. D'autre part, on aurait été confronté à une multitude de questions. Et pourquoi cette section et pas l'autre? Et pourquoi pas plus loin? Parce que moi je vais un peu plus loin. Et voilà, le parti il a été envisagé tout au départ, et puis il a été supprimé d'entrée. Voilà. Je ne sais pas si ça. Je ne dis pas que c'est satisfaisant à votre question, mais voilà le cheminement de la réflexion et pourquoi on a fait ce choix-là. Je pense qu'on a répondu en partie à la première tout à l'heure en disant il va y avoir effectivement du report sur d'autres voies, lesquelles aujourd'hui c'est assez difficile parce que toujours pareil, selon l'origine et la destination, c'est très difficile de l'estimer et de l'envisager ou de l'anticiper, je voulais dire. Voilà. Il me faudrait une étude très micro de circulation avec un nombre de données, une quantité de données astronomiques en termes de sens, de circulation, d'origine, de trafic, pour pouvoir essayer d'analyser quelque chose qui peut-être au final ne s'avérera pas exact, enfin ne se constatera pas sur le terrain. Voilà. Pour compléter ce que dit Jérôme, dans l'exemple qui est signalé par Jean Riffet, la rue de Strasbourg, c'est une rue à une voie seulement, dans un sens, en sens unique, avec du stationnement à côté, et c'est quasiment plus contraignant de passer sur cette voie-là que de passer sur le boulevard Saint-Denis quand il sera aménagé à une voie, parce que pour l'instant, bien sûr, il y a 2 voies. Hein.
Ok, merci. D'autres questions? On n'a pas de main. Guérino, Montier-Chaume. Je reviens au schéma directeur maintenant que la piste cyclable est aménagée jusqu'à la Malterie. Comment on peut faire pour envisager le prolongement jusqu'à Montier-Chaume? Je pense notamment à la traversée de la zone industrielle et la récupération du bourg de Montier-Chaume et la piste cyclable actuelle qui est le long de la nationale, qui est dans un état pitoyable, voire dangereux. Est-ce qu'on peut réfléchir à la chose? Voilà. La commune, nous, on y pense, mais on aura besoin de vos services à un moment donné. Oui, bon, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, vous étiez déjà conseiller, bah, vous saurez que vous pouvez faire appel, alors toutes les communes, non, voilà, faire appel en termes de conseil ou d'échange, tout du moins. Alors, pour ce qui est de la zone industrielle de la Malterie, effectivement, elle est desservie. Après, derrière, on est un peu en mélange de trafic. Pour rejoindre le bourg, il y aura effectivement cette solution qui, juste après Barilla, permettrait via un chemin communal de rejoindre le bourg. Alors là, j'ai plus compétence à partir de la clôture de Barilla, parce que c'est une voie communale. Donc la voie goudronnée, là, après la SPA, et qui rejoint le chemin de la Fleuranderie. C'est une voie communale, celle-là? Elle est communale, sans intérêt communautaire. Sans intérêt communautaire? Non, oui, certain. On peut la mettre en sens interdit, donc des deux côtés. Mais alors, en sens interdit dans les deux sens, ça empêche tout véhicule d'y passer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est pas la position du maire, enfin, c'est pas l'information du maire qui dit qu'il n'a pas le droit, lui, elle est d'intérêt communautaire, justement. Pas du tout, parce que pour régler des questions de sécurité à Barilla, on l'a déjà interdite dans un sens. Ouais, d'accord. Pour éviter que les gens s'en servent de raccourci ou évitent un éventuel barrage au giratoire de la Malterie. Voilà. Donc on avait interdit le sens entrant à Malterie par cette voie-là. Et le tour à droite de la nationale est dangereux, oui. Et le tour à droite est mortel. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et quelques remarques à nouveau? Oui. Comment allez-vous faire pour recueillir toutes ces données sur les pratiques? Est-ce que vous allez faire appel à des agences ou est-ce que c'est fait en interne et combien ça va coûter? J'ai deux réponses. J'ai les réponses. Alors, je vous l'ai dit, on appelle souvent ça une enquête origine-destination. Ça se fait généralement via un mix questionnaire. Alors, souvent en ligne. Maintenant, on est passé en ligne. Enquête terrain, et puis données trafic, données statistiques, enfin données, on va dire, de fréquentation suite à des comptages. Ça, effectivement, il faut être assez spécialiste pour savoir interpréter et mixer. Hein, c'est un algorithme un petit peu complexe. Ça, c'est très 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 souvent externalisé, et dans le cas de mes services, ça le serait, parce que j'aurais pas de spécialiste à mettre là-dessus. Combien ça coûte? Ça dépend de la précision qu'on commande. C'est comme toutes les études, M. Guérino ne contredira pas. Si on commande peu, ça coûte peu. Par contre, si on veut du précis, ça coûte un peu plus. Donc, à l'échelle de l'agglo, je sais que le pays, moi je suis arrivé en 2015, hein, le pays avait envisagé une étude de ce type. Et puis, bon, voilà, ça n'a pas donné suite. Je crois qu'on était sur un budget de l'ordre de plus de 100 000 euros. Voilà. À mon avis, c'est pas moins de entre 100 et 150 000 euros qu'il faut prévoir pour ce type d'études, si on veut de la finesse. Après, si on veut connaître les trafics, le département publie la carte des trafics gratuitement et elle est sur son réseau. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est pour nous les routiers. Voilà. Si on veut... Au Châteauroux, on a des compétences? Des agences qui savent faire ça? Ah, je croyais que c'était ironique et vous parliez des services. Non, sur Châteauroux, on n'a pas ce type de bureau très spécialisé. D'accord. Sinon, j'avais deux autres remarques. J'apprécie bien qu'on essaye de relier le cœur de Châteauroux et les campagnes. Moi, je suis de l'autre côté, dans la communauté de communes Val-de-Lindre-Brenne. Est-ce que vous discutez avec la CCVIB pour relier ce que vous faites à Châteauroux Métropole et puis ce qui se passe de l'autre côté, à l'échelle de tout le pays? Alors, le seul lien qui existe aujourd'hui, c'est l'Indre à vélo. Alors, pour l'avoir pratiqué, c'est vrai qu'il ne se pratique pas forcément avec un vélo de route.
Il y a certaines sections, pour des questions de coût d'aménagement, ont été plutôt en mode chemin. Voilà. Je connais le linéaire jusqu'à quasiment Busancais, je crois. Donc effectivement, c'est touristique, hein, c'est Oui, ça du c'est touristique. Non, je pensais plutôt aux gens qui travaillent éventuellement, qui viendraient faire des courses à Châteauroux. en vélo. Oui, est-ce que vous pensez ensemble cette mobilité, cette continuité dans la mobilité à l'échelle du pays? C'est ça la question. Je vais répondre simplement, peut-être pas assez, plutôt que non. Après, Parce que vous dites ma compétence s'arrête voilà, à tel endroit. oui, non, Et après, c'est une autre collectivité. aujourd'hui, enfin, à l'échelle du territoire du pays, on va dire que le vélo n'est pas encore un mode de déplacement complètement pertinent. Et vous avez de l'interurbain, voilà, l'offre, on va dire, de mobilité alternative à la voiture, c'est quoi? C'est le transport interurbain. Rémi, clairement. Je ne connais pas. Voilà. Ok, et puis une autre remarque sur l'aspect culturel, patrimonial. C'est intéressant, je pense, l'impact de ces voies sur les pas de porte, là, sur les maisons, Ouais. notamment les maisons des boulevards. Est-ce que vous avez déjà imaginé une action avec les riverains, peut-être pour embellir, pour faire participer aussi les riverains et les maisons à cette mobilité, à ce schéma? Là, on est à phase embryonnaire, hein, on vient Oui, je juste sais bien, oui. pour la tracer, mais c'est dans les arguments de tous les élus, notamment celui à l'urbanisme, qui dit ça va redonner vie aux quelques agents immobiliers qui font partie des élus, qui disent bah oui, ça va vraiment rebooster et redonner une autre cote et un autre aspect au bâti. Maison Berrichonne, voilà, donc ça a été repris par le maire de Châteauroux, en l'occurrence, et tous les autres élus, hein, clairement, hein, Ouais. bien sûr. Ça, c'est un bon point, je pense. Merci. D'autres questions? Oui, vous n'avez pas peur, en fin de compte, pour délester les boulevards, que les gens prennent des raccourcis sur les petites rues parallèles au boulevard et que ça accroisse une certaine dangerosité, sachant que bien souvent, ces petites rues n'ont pas des grands trottoirs. Quand on a des enfants ou des poussettes, c'est déjà compliqué. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse être un risque? Parce que bien souvent, quand les gens prennent des raccourcis, ce n'est pas pour rouler à 50 à l'heure. Oui, d'accord. Alors après, quand on regarde le maillage des rues, et notamment des rues dont le dimensionnement permet effectivement de faire ces petits raccourcis, on est très en étoile. C'est bien français, hein. Mais le cœur de Châteauroux, il y a 11 entrées, ça fait 11 rayons, clairement. On n'est pas très haussmannien, donc on n'a pas cette possibilité de dire, tiens, le carré, il y a deux façons d'arriver au sommet opposé. Bon, donc je pense pas que ça soit sur les très petites rues très résidentielles. Après, on va surveiller sur tout ce qui est, par exemple, je vais prendre un exemple, Montaigne, la traversée de Saint-Jean. Bah après, on a peu de choix aussi. Combaner, voilà, on va surveiller une rue comme Combaner, par exemple, clairement. Ce Combaner, c'est déjà un raccourci, c'est déjà les gens passent. Donc c'est une des rues qui sera, voilà, on est en plein travaux dessus, mais au niveau circulation, ça pourra être une des rues à inspecter. On parlait de rue de Strasbourg tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est déjà une rue où il y a des choses à penser, mais pas simple à trouver parce que ben voilà, c'est très résidentiel et puis c'est quand même une artère importante. Non, je pensais aux petites rues qui ramènent de la rue Saint-Pierre jusqu'au commissariat, vous voyez, ces petites rues comme ça là, qui sont quelquefois utilisées justement pour éviter le boulevard. Alors, ce qu'on essaye de faire aussi sur les boulevards, c'est qu'on essaye, vous avez vu, on a supprimé les cisaillements. Voilà, des rues comme le 14e RTA, c'était des rues qui étaient dangereuses vis-à-vis des boulevards. Des gens qui traversaient les quatre voies. En face, les châteaux d'eau, hein, effectivement, derrière le commissariat, pareil. C'est peut-être des rues où il faudra qu'on repense petit à petit. Vous avez participé à la CCSR. Inverser une rue, il faut l'évaluer, le réévaluer avant d'y penser, quoi. Parce que voilà, on peut se trouver qu'une solution à un remède qui est pire que le mal.
Je sais pas, Jérôme, si vous avez parlé de l'onde verte, mais on s'est rendu compte quand même sur les boulevards, depuis que cet aménagement a été mis en place, la circulation sur la voiture donc est beaucoup moins rapide, c'est-à-dire ça roule moins vite, et le phénomène d'onde verte, comme disent les spécialistes, donc qui était implanté, qui existait avant. Et les gens ne le voyaient pas parce que naturellement ils roulaient à 50 voire 60 et butaient ensuite sur les feux, alors que là la vitesse étant ralentie puisque c'est réglé comme l'avait dit Jérôme à 45 en dessous de 50. Donc si on respecte vraiment cette vitesse de 45 et on est amené à le faire beaucoup plus fréquemment maintenant parce qu'il y a l'effet de paroi, il n'y a qu'une file et les feux s'ouvrent dans la plupart des cas devant soi. Donc les gens ont découvert ça, ils nous ont dit c'est très bien parce qu'en plus de ça vous avez mis l'onde verte. Mais non, l'onde verte elle existait. Mais donc les gens s'en étaient pas rendus compte. Et ça entraîne une plus grande fluidité sur le boulevard et à une vitesse qui est raisonnable. Donc ça c'est un apport précieux si vous voulez qui fait que on a plutôt intérêt à rester en effet sur les boulevards pour passer d'un quartier ouest au quartier est, par exemple, par rapport à la situation antérieure. Et c'est vrai que bon, le maillage de la ville de Châteauroux n'est pas comme les villes américaines, voire des villes comme Rochefort ou autres, qui ont des maillages en damier, et où alors là, si ça bouchonne sur une voie, on prend la voie strictement parallèle à côté. D'autres questions? Mais on apprend en marchant, là, ou en roulant en vélo, de semaine en semaine. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez évoqué les avis un peu sur les réseaux sociaux. C'est du 50-50. Et en tout cas, en ce qui concerne les riverains, certains nous disent il y a moins de bruit parce que ça roule moins vite. Et surtout pour sortir de ma maison, voire de mon garage, sur les boulevards, je sors dans de meilleures conditions maintenant parce que c'est la voie vélo. Naturellement, il faut faire attention, mais les vélos arrivent moins vite que précédemment les voitures parce qu'ils étaient fil de droite. Et là, ça bourrait. Le maire ne l'a pas dit, mais j'ai vu qu'il s'était acheté un vélo tout neuf. Oui. Je ne sais pas si y a une relation de cause à effet, mais voilà, au moins, ça sera un nouveau pratiquant. Vous avez fait tout, en fait, on inaugure un peu. Alors voilà, tant qu'il y a des questions, on continue. Peut-être une question sur les financements de l'État. Est-ce que vous attendez des aides, des programmes nouveaux? Oui. Alors l'État finance, on va dire, via ses programmes annuels, récurrents, les DETR, les DSIL, où ils se gardent des droits d'arbitrage. La DSIL, c'est des fonds, on sait qu'il y a eu un milliard de plus là suite au Covid, mais c'est des fonds où l'arbitrage est en fonction un petit peu des politiques du moment ou des crises du moment. Voilà, ça c'est des programmes qui sont à géométrie variable ou à axe variable. Derrière, il y a tous les axes, les appels à projets, qui sont eux par contre très ciblés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a répondu sur la liaison Vitré-Rocade sur un appel à projet. Il y en a d'autres en cours. Je vais en citer un qui s'appelle Alvéole. Alors bon, ça porte bien son nom. C'est un appel à projet qui est long là, qui dure sur 2 ans, qui va nous permettre, je pense, de pouvoir acquérir des garages, enfin des abris fermés à vélo. Pas simplement des barrières où on attache avec un antivol, des abris. Voilà. Donc on n'a pas, comme on avait un peu le temps, puis qu'on avait des dossiers un petit peu plus récents, on n'a pas encore fait la réponse. On va s'y pencher, puisqu'il est très très bien financé. On peut espérer 80%. Donc ça c'est un bel appel à projet, sous réserve que l'enveloppe et le nombre de réponses soient un peu en adéquation. Derrière, on suit. Il y a une collègue ici qui fait la veille sur tous les appels à projets, tout domaine confondu. Donc dès qu'il y en a un, elle va voir la DGA qui est concernée pour voir est-ce qu'on peut s'inscrire dedans. Ça c'est la politique de nos élus et puis
on regarde et on donne toutes les idées qu'on a sur cet appel à projet, puis après on voit si c'est quelque chose qui est retenu via les intentions des élus, du conseil, des idées qui ont déjà été travaillées mais pas abouties parce qu'il n'y a pas de financement. Vous avez assez de personnel pour monter toutes ces réponses? Les appels à projet? C'est ça. Donc la personne que je vise là, justement, c'est notre soutien un peu transversal sur tous ces dossiers. Elle connaît exactement le vocabulaire et elle sait exactement nous dire comment. C'est nous qui rédigeons les pièces, les notes techniques et tout ça, mais elle sait nous dire comment il faut appuyer pour convaincre. Voilà. Et au niveau européen, est-ce qu'il existe des appels d'offres aussi? Alors, sur pas mal d'enveloppes, on sait que la région est la terminaison de distribution de ces aides, souvent. Sur plusieurs offres qui n'ont rien à voir avec la mobilité, on sait que les enveloppes sont sèches. Derrière, on communique pas mal avec le pays dès qu'il y a une opportunité. Voilà, on se connaît assez bien pour qu'il y ait une bonne perméabilité de l'information et puis pour répondre, pour se caser dans les cases qui vont bien, quoi. Voilà. Alors après, sur tous ces appels à projets, souvent l'inconvénient d'une ville moyenne, c'est que comme on attend un peu ces appels à projets pour financer des choses, nous on est effectivement toujours à plein dans la charge de déployer des infrastructures. D'autres ont déjà des lignes de crédit à affecter sur de l'innovation, des choses innovantes ou des choses un peu étonnantes. Alors voilà, par exemple, il y a des Vélib à Paris. Bon, c'est plus facile à déployer à Paris qu'à Châteauroux, même si voilà, il y a une étude, il y a un contact qui est en cours. Mais financièrement, quand j'en parle aux élus, bon, ça va être un peu compliqué à porter. Il faut déjà chercher l'argent pour réfléchir, quoi. Oui, parce que en fait, ça marche le vélo, par exemple en libre-service, si on veut parler de ça, ça marche si vous avez de l'offre à proximité. Donc pour en avoir à proximité, il faut que j'ai une multitude de points, enfin un nuage de points serré. Donc une multitude de points où je peux prendre un vélo. Même si avec les nouvelles méthodes de gestion, il n'y a pas forcément une aire de stationnement physique. Ça peut être voilà, on le repère par smartphone, mais il faut quand même un nombre conséquent de vélos. Ces vélos-là, il faut les financer. Et on va dire, c'est un prix au vélo. Hein. C'est une formule qu'on achète auprès des prestataires au vélo. Et on parle souvent de 2005 à 3000 euros par vélo, par an. Ça, on pense pas. Hein, c'est conséquent. Voilà. Donc si je vous dis, pour mettre 100 vélos, il me faudrait 300 000 euros par an. Pour mettre 100 vélos, ça fait pas beaucoup de vélos hein, sur le cœur d'agglo. Je veux dire, j'ai 10 paquets de 10. Ça fait des points assez éloignés. Hein. Si je vais du skatepark à Déol, voilà, il y a 2 points. Bon, pour quadriller la ville, ça va être compliqué. Voilà. Mais on proposera une prochaine conférence. Alors, c'est pas dans le même périmètre là, mais à notre conférence des maires, je proposerai quelque chose à la rentrée pour voilà, que le sujet, on montre qu'il a été un petit peu travaillé et de se rendre compte des enveloppes à mobiliser. Voilà. Ça veut dire que finalement l'aide au vélo que j'évoquais précédemment, finalement ce serait moins cher que ce que vous dites, enfin, que faire du Vélib à la Castelroussine. C'est ça. C'est quelque chose qui est voilà, le président a eu la note la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, et il vous l'a assez bien résumé en substance ce que j'ai écrit, voilà. Donc ça sera quelque chose qu'on proposera à la première, je pense, conférence des maires, mais à la rentrée hein, maintenant. Oui, d'accord. Non, mais dans la balance, en gros, il n'y a pas photo. Enfin, ah non, il n'y a pas photo, parce que 300 000 euros par an. Si on fait 50 euros par vélo, ça fait. Oui, l'intérêt n'est pas que financier, sans doute. Pour être sincère, ce que je vous ai donné comme montant, le 3 000 euros par vélo, c'est une hypothèse que j'ai donnée avec la société, c'est de dire si les vélos ne sont pas en accès gratuit, personne n'ira en plus payer pour en prendre un.
Ah oui, Voilà. oui, je suis d'accord. Il y aura juste il y aurait juste un système de caution, c'est-à-dire vous vous abonnez, puis vous êtes cautionné le temps de votre abonnement à hauteur de ce que vous pouvez détruire, voilà, mais sans risque. Et puis derrière, on va dire que l'accès au vélo, pour moi, ne peut être que gratuit. Oui, à Châteauroux. Quand on a les bus gratuits. C'est ça, les bus gratuits, vous allez mettre des vélos en location même 40 centimes ou je sais pas le quart d'heure, enfin rien. Les gens vont dire non, je prends le bus, c'est gratuit et c'est très très bien desservi, enfin à mon sens, puisque c'est moi qui les gère, donc c'est bien. J'avais une autre question. Votre diaporama, là, on pourrait l'avoir ou vous le mettez accessible sur quelle plateforme? De toute façon, là, il y a mon voisin qui va devoir gérer la mise en ligne de la vidéo pour ceux qui n'auraient pas pu assister. Donc, ça sera d'autant moins compliqué de mettre un diaporama qui doit faire 2-3 mégas. Donc, rien du tout. Oui, alors on est en rodage. Je sais pas, avec Madame Carr, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux faire du WeTransfer. Je peux faire quoi, Stéphane? Pour mettre le lien. Oui, on avait prévu de le rendre accessible sur une certaine durée, même sans limite. Bien, oui. Avec Alexis, il peut le mettre sur le site internet. Sur le site, je crois, de Châteauroux Métropole. Eh bien, il y aura les pièces jointes. J'ai en jointe avec le diaporama. On vous mettra le diaporama avec la vidéo de la visio d'aujourd'hui. De toute façon, vu qu'on a enregistré le diaporama, la vidéo est incluse. Enfin, la présentation Ouais, est mais si incluse. tu veux y aller à la liberté, tu peux avancer. ouais, c'est vrai. Bon. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour ou on avait planifié sur 1h30, ben on est pas mal, il y a 6 minutes. 5 minutes. C'est bon? Oui. Je pense que la formule est intéressante. Oui, vous pourrez débriefer. Voilà, après, on va inviter à nouveau tous les membres à aller voir la vidéo et puis essayer de faire remonter des remarques, hein, de faire la synthèse et de vous l'envoyer. Très bien, merci. Merci et bien. puis, je ne sais pas quel est le sujet suivant. Alors, bon, la récurrence de ces rencontres et puis le sujet sera calé au Ça fil sera de... débattu à la rentrée, je pense. Oui, tout à fait, mais après, le sera validé. Hein, donc... Encore des choses à vous dire. Ok. Bon, je vais mettre fin à l'enregistrement et puis on va clôturer la séance si vous êtes d'accord. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour l'initiative. Bonne fin de soirée. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, mais c'est bien.